Pour terminer sur ce conseil municipal concernant donc les élections sénatoriales, pour vous rappeler que vous êtes toutes et tous invités le 27 septembre en préfecture des Bouches-du-Rhône pour ces élections de 8h30 à 17h30. Je précise par ailleurs que la préfecture a transmis un appel à candidature pour la tenue des bureaux de vote. 2 candidatures par commune sont attendues et la préfecture fera ensuite un tirage au sort et un choix dans les propositions transmises par toutes les communes. Il est demandé au groupe majoritaire de transmettre un candidat et au groupe d'opposition le plus important, soit celui engagé pour vous et avec vous, de transmettre une candidature à Mme Bergia via l'adresse mail habituelle. Et donc rendez-vous le 27 septembre à la préfecture des Bouches-du-Rhône, encore une fois, entre 8h30 et 17h30. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier conseil municipal dédié aux élections sénatoriales ? Je procède donc à la clôture de ce conseil municipal. Et nous démarrons donc le second conseil municipal de la soirée et nous allons désigner le plus jeune de ce conseil municipal en tant que secrétaire. Est-ce qu'il y a une objection à ce que M. Leboeuf soit le secrétaire de séance ? Monsieur Leboeuf, je vous invite à faire l'appel. Amaro Romain. Présent. Fioril Reynaud Joël. Scamaroni Michel, excusez pouvoir Madame Nicolaï. Melchion Katia. Lamat Jean-Charles, excusez pouvoir Madame Reynaud. Gorlier Lacroix Solange. Estève Cédric. Nicolaï Michel. Adjuto Michael. Garnier Eliane, excusez pouvoir Madame Melchion. Boroni Lionel. Norhuché Claire. Dominguez de Caravallo Frédérico. Guida Nadège. Leboeuf Tom présent. Varon Brigitte. Mérantier Jean-Marie. Juventeni Isabelle. Long Didier. Marchetti Rose-Claire. Vesperini Romain. Manivet Valérie. Liger Eric, excusez pouvoir Monsieur Long. Chaïd Ismaïl. Boucher Grégory. Sconamiglio Ambre, excusez pouvoir Monsieur Boucher. Nozière sans père Martine. Casbarian Claude. Présent. Paletti Jean-Yves. Présent. Fuson Maximilien. Présent. Coche Emeline. Présent. Giraud Jean-Luc. Présent. Kerbar Magali. Présent. Musso Jean-Philippe. Gratrubert Sandrine, excusez pouvoir Monsieur Musso. Merci Monsieur Leboeuf. Avant de démarrer le conseil municipal, nous allons faire approuver le procès-verbal de la précédente séance du 30 avril 2026. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame. Oui. Bonsoir à tous. Je souhaite apporter quelques précisions sur la présentation des résultats financiers, plus particulièrement sur l'atterrissage 2026 présenté lors du dernier conseil municipal. Vous communiquez auprès des habitants sur un résultat négatif de 1,3 million d'euros. Présenté seul, ce chiffre laisse penser que la commune serait dans une situation financière préoccupante. Or, cette présentation mérite d'être nuancée. Le résultat que vous mettez en avant intègre des opérations d'ordre, chapitre 042, pour 2 141 000 000 en dépenses et 506 000 euros en recettes. Chacun sait que ces opérations sont des écritures comptables obligatoires, mais qui ne donnent lieu à aucun décaissement réel. Elles ne traduisent donc pas une dégradation de la trésorerie de la commune. Je rappelle que ces mêmes opérations sont retracées en recettes d'investissement pour 2 141 000 et en dépenses dans le compte d'investissement pour 506 000 euros. La réalité financière doit être appréciée à travers plusieurs critères. Premièrement, cette fameuse épargne brute qui demeure malgré tout dans le prévisionnel positive à hauteur de 366 000 euros
Je rappelle que ce sont les recettes de fonctionnement réel moins les dépenses de fonctionnement réel. Cela signifie donc que les recettes de fonctionnement couvriront les dépenses de fonctionnement et dégagent encore une capacité d'autofinancement. Certes, elle est insuffisante, mais ce n'est pas une découverte et je vous invite à reprendre la note explicative du compte administratif 2024 à la page 11 où ceci était clairement mis en avant. Deuxièmement, la commune dispose d'un excédent budgétaire de 11 millions d'euros, 11 243 461 euros pour être précise. Il est donc difficile de présenter la collectivité comme étant en difficulté financière. Troisièmement, notre capacité de désendettement inférieure à 4 ans, on sait qu'un ratio inférieur à 8 ans, on dit que c'est une situation qui est saine. Lorsqu'il est inférieur à 5 ans, c'est une situation qui est plutôt confortable. L'endettement par habitant, je le rappelle, est de 279 euros par habitant, alors que la moyenne des communes de même strate est aux alentours de 1000. Enfin, l'annuité de la dette pour 2026, 741 082 euros, oui, un niveau qui reste compatible avec les capacités financières de la commune. Personne ici ne prétend que tout est parfait ou qu'il ne faut pas rester vigilant. Mais notre responsabilité est de présenter aux habitants une image fidèle de la situation financière. Or, mettre en avant un résultat comptable négatif de 1,3 million sans expliquer l'incidence majeure des opérations d'ordre ne permet pas une compréhension objective de la réalité. Les Pénois et les Pénoises méritent une information complète et sincère. Les chiffres montrent une commune qui doit rester certes prudente, mais certainement pas une commune au bord de la difficulté financière. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Effectivement, en fait, il y a deux visions qui s'opposent. Celle que vous exprimez là, celle que nous exprimons. Celui qui joue le rôle d'arbitre, c'est la DGFiP, encore une fois, hein, c'est le comptable public qui a édité un document que vous avez volontairement caché jusqu'à ce que nous puissions l'obtenir depuis que nous sommes à la gestion de la commune. Ce document, qui est un arbitre neutre, matérialise que nous avons une grosse problématique sur l'épargne brute. Et le document qui stipule que nous sommes dans une situation compliquée, ce n'est pas nous qui le disons, encore une fois, c'est le comptable public lié à la DGFiP. Donc, écoutez, tout à chacun de pouvoir se positionner. En tout cas, le comptable public et la DGFiP expriment bien une situation inquiétante avec un déficit d'1,3 million. Et d'ailleurs, on va le voir un petit peu plus tard dans le conseil municipal et dans les prochains. Mais la cagnotte diminue puisque justement, nous n'avons pas une capacité assez forte pour pouvoir investir sans piocher dans la cagnotte. Mais encore une fois, ce qu'on vous propose, c'est de patienter jusqu'au résultat de l'audit financier que nous avons lancé, puisque c'est un cabinet externe que nous avons mandaté qui pourra statuer sur l'état des finances de la commune. Et nous avons aussi mandaté la Cour régionale des comptes qui nous a répondu positivement sur les prochaines analyses qui vont être faites. Donc ce qu'on vous propose, c'est patience et sang-froid et vous pourrez compter sur nous, contrairement à votre groupe, de donner l'information de manière publique. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Monsieur Fuzon. Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, c'est tout à fait vrai, volontairement caché. Lors du dernier conseil municipal, on avait échangé là-dessus par rapport à cet audit, et vous nous avez dit que nous allons vous l'envoyer. C'est à la page 31, et à ce jour, on n'a toujours rien reçu. Donc c'est le résultat de la DGFiP que vous souhaitez? C'est ça. Très bien, on va vous l'envoyer. Transmettez-nous la demande par mail et on vous l'envoie dans les 15 jours ouvrés maximum. D'accord, merci. Ouais. Monsieur Musso. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, une remarque et deux questions. La remarque concerne effectivement des documents qui avaient été demandés. Monsieur Boucher avait demandé l'envoi des conclusions des deux cabinets d'audit concernant le data center et l'évaluation du risque financier. En page 8, vous avez dit on vous les envoie. Je vous ai formulé la demande par écrit. Et là, ce soir, vous venez de me remettre une réponse qui stipule la chose suivante. Ce sont des études d'aide à la décision et ne sont pas publiques. Donc, je ne les ai pas. Mais on vous a remis les rapports. Vous avez des précisions dans le communiqué de presse qui a été transmis au CIQ. C'est par communiqué de presse? Oui. D'accord. Qui a été transmis au CIQ? Oui. D'accord. C'est moi qui vous ai fait la demande, mais vous transmettez les réponses au CIQ alors? Oui. Okay. Très
bien. Je m'adresserai au Sécu pour avoir des éléments de réponse alors. Oui. Mais donc, la demande, c'est de pouvoir rendre public ces conclusions, non pas directement comme vous l'évoquez, puisque ce n'est pas public, mais simplement en les rapportant, et rapportant le contenu, c'est-à-dire l'évaluation du risque financier, puisque, sauf erreur de ma part, on n'a aucune évaluation de ce risque financier que vous avez évalué, entre guillemets, à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc entre 200 000 et presque 1 million d'euros, il y a 800 000 euros d'écart. Ça serait intéressant de savoir de quel bord on s'approche. Voilà, ça c'est pour la demande. Une autre question, ça concerne la maison du tourisme. Alors c'est plus une information qu'on a eue par ailleurs, parce qu'il est difficile d'avoir des informations en interne. L'agent de la collectivité qui est mis à disposition de la maison du tourisme va bien sûr prendre des congés en période estivale. Il nous a été rapporté que d'habitude il est remplacé par un CDD durant cette période-là et que ça ne serait pas le cas cette année. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou infirmer cette information qui circule, qui aurait pour conséquence bien évidemment de fermer la maison du tourisme durant la période estivale? Merci. Alors, concernant le data center, effectivement, donc nous avons transmis au CIQ avec qui vous travaillez les conclusions des 2 cabinets d'avocats et on peut vous les redonner si vous le souhaitez. Les cabinets d'avocats nous précisent, donc pour rappel, c'est la première action que nous avons menée dès le 29 mars avec la demande auprès de 2 cabinets d'avocats d'analyser le permis de construire que l'ancienne majorité a voté quelques semaines avant les élections. Ce que nous disent les cabinets d'avocats, en résumé, les arguments pour retirer le permis de construire, s'ils existent, peuvent être régularisés par le permis de construire modificatif. Si vous souhaitez toutefois retirer le permis, donc il s'adresse au maire, il pourrait vous être reproché d'avoir commis une faute lors de l'instruction, ce qui pourrait permettre aux pétitionnaires d'engager la responsabilité de la commune. Ce point est déjà important, puisque juridiquement, la commune qui retirait le permis est celle qui a instruit le permis. Donc il y a déjà une faute juridique approuvée de la commune qui s'engage dans ce retrait. Encore une fois, la solution aurait été de laisser l'opportunité à la nouvelle majorité de signer le permis, ce que n'a pas fait précédemment l'ancienne majorité. En résumé, si vous gagnez sur le retrait, on risque de vous reprocher d'avoir participé à l'illégalité dans le cadre de l'instruction et voir engager votre responsabilité au motif que vous auriez dû ne pas délivrer le permis de construire ou demander de corriger l'erreur dans le cadre de l'instruction. Donc cela voudrait dire que vous acceptiez que les services de l'urbanisme sont à défaut dans l'instruction qui ont été faits. En outre, si vous perdez sur le retrait, on risque de la même façon de vous demander une indemnisation pour avoir retiré à tort un permis que vous avez vous-même délivré. De plus, si le juge estime que l'un des moyens est de nature à entacher partiellement l'illégalité de l'autorisation, il pourrait, au regard de l'intérêt général, ne pas retenir le moyen. En première analyse, le projet apparaît globalement conforme aux principales prescriptions du règlement du PLU. Si des fragilités juridiques sont susceptibles d'être identifiées, celles-ci demeurent circonscrites à des points limités du projet. En l'état, et compte tenu de l'ampleur du projet, des enjeux qui s'y attachent et du caractère limité, régularisable et juridiquement défendable des risques identifiés, il n'apparaît pas opportun d'engager de procédure de retrait de cette autorisation, une telle décision étant susceptible d'exposer la commune à un risque contentieux, notamment indemnitaire. Des indemnités qui s'élèveraient donc en plusieurs centaines de milliers d'euros, comme le précisent les cabinets d'avocats. Donc effectivement, au vu des répercussions sur lesquelles nous alertent les 2 cabinets d'avocats, nous avons pris la décision de ne pas retirer le permis, puisque 1, ça mettrait à défaut les services de l'urbanisme, 2, cela voudrait dire que la commune est dans l'illégalité la plus totale et a émis une grosse faute puisqu'elle a elle-même instruit un dossier qu'elle retire ensuite. Donc vous comprenez que dans cette situation, le retrait du permis de construire ne peut pas se faire. Concernant la maison du tourisme, on vous invite à poser une question orale à laquelle nous vous répondrons au prochain conseil municipal ou à nous transmettre ces questions afin que ce soit analysé. Il est impossible de répondre comme ça à un sujet RH en plein conseil municipal. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Monsieur Boucher. Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire, pour les précisions concernant les conclusions des cabinets d'avocats. J'insiste malgré tout sur le fait de recevoir les rapports, puisque moi, je n'ai pas contact avec le CIQ, puisque comme on a été pour l'installation du data center,
Je pense qu'ils ne me transmettront pas les documents et je crois quand même que les cabinets d'avocats ont été payés par de l'argent public. Donc il est tout à fait normal, puisque vous l'avez réclamé pendant des années, à ce que nous ayons accès à la même information en tant que conseiller municipal. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de nous envoyer les rapports d'analyse. Juste pour... Excusez-moi, je termine. Donc pour l'adoption du procès verbal, nous nous abstiendrons, car même si les retranscriptions sont faites parfaitement par les services et par le monsieur qui est le sténographe, que nous remercions d'ailleurs, nous ne partageons pas, bien entendu, les décisions et les affirmations qui sont faites dans ce procès verbal. Donc à partir de là, nous nous abstiendrons concernant l'adoption du procès verbal du 30 avril 2026. Concernant les documents d'études des cabinets d'avocats, vous le savez, Monsieur Boucher, puisque vous avez été adjoint aux finances, tous les avocats qui sont mandatés par la commune et qui sont payés, bien entendu, par les deniers publics, vous avez raison, à aucun moment les documents d'avocats n'ont été transmis pendant 12 ans et à aucun moment nous vous les avons demandés dans le cadre de toutes les procédures engagées avec la ville, puisque vous le savez, des documents d'avocats ne sont pas transmissibles dans les cadres d'analyse et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne vous avons jamais demandé le moindre document juridique, parce que bien entendu que ce ne sont pas des documents transmissibles à la population. Alors, est-ce que oui, faites attention, puisque dans le procès verbal, vous marquez, on vous les envoie. Et on vous envoie les conclusions. Ben oui, ben on les a pas. Ben, je viens de vous les lire. D'accord. Et si jamais on peut consulter, on demande rendez-vous au cabinet pour pouvoir consulter les rapports. À la CADA, directement. Ok. Et la CADA vous répondra. Merci. Merci à vous. Je mets aux voix Monsieur Fuson. Juste, mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez transmis les conclusions au CIQ. Ben, les conclusions, je vous les ai lues. Je vous ai lu l'intégralité des conclusions des 2 cabinets d'avocats. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Juste avant de passer à un sujet avant l'ordre du jour, un point supplémentaire concernant la mise à disposition du bureau pour les élus d'opposition. Nous avons reçu plusieurs demandes. Le groupe engagé pour vous et avec vous a demandé l'accès au bureau le vendredi après-midi. Le groupe Les Peines Mirabeau demain, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Et le groupe Le Rassemblement Pénois, qui nous a donc donné sa déclaration de groupe et nous vous en remercions, le lundi après-midi et le vendredi après-midi. Donc il n'y a bien entendu aucune problématique pour le lundi après-midi et le mercredi après-midi. Pour le vendredi... Oui. Pour le vendredi après-midi, nous avons 3 demandes. Nous vous laissons décider entre vous et nous allons acter en fonction de la répartition que vous faites. Voilà, je vous laisse décider. À la place du vendredi ? Donc le jeudi à la place du vendredi. OK. Et donc il nous reste le groupe Rassemblement Pénois et les Peines Mirabeau demain sur le vendredi après-midi. Qui prend la semaine impair et qui prend la semaine paire. Donc impair pour le groupe Rassemblement Pénois du vendredi après-midi. Donc pour ne pas faire d'impair, le groupe engagé pour vous et avec vous le jeudi après-midi. Le groupe Les Peines Mirabeau demain le mercredi après-midi et le vendredi après-midi en semaine paire. Et le groupe Rassemblement Pénois le lundi après-midi et le vendredi après-midi en semaine impair. On est bon ? Merci à vous. Avant de rentrer dans l'ordre du jour, un point, monsieur l'adjoint à la voirie, sur les travaux de la Gavotte. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il nous paraissait nécessaire de faire un point sur les travaux actuellement de la Gavotte, du boulevard Anne-Marie, qui est fermé à la circulation. Donc, suite à l'affouillement de la chaussée, le 18 mai, il a été découvert un trou dans la chaussée par les services techniques. Après inspection, il s'est avéré qu'il y a un affouillement important d'une surface d'environ 30 mètres carrés. Est-ce qu'on a la vidéo ? On a la vidéo, donc voilà, par inspection. Donc on sortait d'un week-end, d'un grand week-end à rallonge. On n'a pas eu d'accident, heureusement. Donc la prise de décision a été de fermer immédiatement les voies de circulation pour sécuriser les usagers de la route. Donc réglementairement, un arrêté municipal a été pris en ce sens.
Une mise en place de voies de déviation a été également mise en place, donc principalement au niveau du chemin du Vieil Roux de la Gavotte. Donc ici, la zone en jaune, c'est la zone impactée par l'affouillement. Les voies de circulation qui sont fermées, notamment le boulevard de la Savoisienne. Donc la déviation au niveau du secteur de Monaco, qui redirige les automobilistes par la vieille route de la Gavotte. Ici, boulevard Anne-Marie, vieille route de la Gavotte. Donc des déviations ont été mises en place. L'ouverture de la voie de circulation en dessous du parking de la Poste pour désengorger le secteur de François Mitterrand. Donc la société Gagnereau est intervenue en urgence pour faire une ouverture de chaussée et constater les dégâts. Donc l'inspection a été faite, une inspection visuelle pédestre par la société MP3D. Donc c'est une personne qui s'est rendue dans l'ouvrage bétonné, voilà, et donc qui nous a fait des photos. Donc ici on voit bien l'ouvrage qui s'est affaissé. Donc son inspection pédestre, on voit bien l'état du réseau de récupération des eaux. Donc c'est le canal le ruisseau des Cadeneaux. Donc il récupère toutes les eaux de pluie qui partent d'ici, donc des bassins de rétention de la mairie, et les eaux de pluie des Bourroumettes, des Cadeneaux, et qui font jonction sur ce secteur-là. Donc on voit des effondrements. Ici l'état par de lui-même, les photos. Donc des structures totalement rompues. Donc ici c'est la deuxième partie, c'est la chaussée qui va dans le sens Septem vers l'avenue François Mitterrand, qui avait été restée ouverte au départ, et suite au rapport de la société, on a décidé de fermer intégralement la circulation sur cette voie. Donc les travaux ont débuté le 1er juin, ce lundi. Donc on a pu voir les engins en action. Pourquoi les délais aussi longs des 15 jours? Puisqu'il a fallu faire intervenir des sociétés. Des études ont été faites et on a décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les usagers et les pénois. Donc l'ouvrage sera totalement démoli et reconstruit. Le problème, c'est qu'actuellement, il rencontre des difficultés liées aux divers réseaux eau et gaz et électrique qui passent au-dessus de cet ouvrage. Donc les mesures prises, donc panneaux de signalisation mis en place pour dévier et orienter les automobilistes. Suite aux soucis rencontrés par des automobilistes qui reprenaient les voies de circulation en sens inverse, donc on a demandé à la police municipale d'intervenir et de faire appliquer le code de la route. Donc on les remercie de leur intervention. Au 1er juin, ils avaient relevé 24 infractions, notamment pour des circulations en sens interdit. Voilà. Ça ne concerne pas que des personnes qui habitent hors les Pennes Mirabeau. Il y a quand même des résidents qui habitent sur la vieille route de la Gavotte et qui empruntaient volontairement ce chemin en sens inverse. Voilà, donc la durée des travaux est d'environ de 4 semaines s'ils ne rencontrent pas d'autres difficultés pour remettre en état ce réseau. Si vous avez des questions. Monsieur Casbarian. Oui, justement, j'avais fait une réunion dimanche avec les intervenants qui me demandaient au début, la semaine dernière, il y avait des soucis de personnes qui arrivaient de l'extérieur et qui ne savaient pas que par le parking de la Gavotte, ils pouvaient aller au centre de la Gavotte. C'est pour ça que j'avais spécifié ce panneau que j'avais mis sur Facebook. Ça ne tient pas la route, hein, mais c'était pour vous donner une indication, pour pouvoir marquer déviation par le parking de la Gavotte pour la destination de la Gavotte.
ce qui aurait facilité. C'est pour ça qu'il y a eu des demi-tours. Moi, j'y étais le soir, puisque je fréquente la boule contrée, je le vois au quotidien. Ça circulait, ça reprenait en sens interdit la route, les gens ne savaient pas trop où ils allaient par le parking. Mais que des personnes qui étaient immatriculées 26. Alors ceux qui sont de la Gavotte, oui, mais ceux qui arrivent même de Marseille ou de Septembre, ils ne sont pas forcément. C'est pour ça que j'avais mis ce panneau qui aurait pu limiter les détours, les retours. Voilà, je me suis permis de le mettre sur Facebook, pas pour incriminer qui que ce soit, mais pour essayer d'apporter justement une vision pour que chacun puisse rouler tranquillement. Malgré tout, on peut pas. On est à l'orée d'un accident. Malheureusement, ça dépend de personne. Hein. Il faut réparer, mais essayons de favoriser la circulation au mieux qu'on peut. Voilà, c'est pour ça que j'avais donné cette indication. Merci s'il y a la possibilité de pouvoir le faire. Ça éviterait peut-être les retours de sens interdit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il n'y avait pas les travaux, malheureusement, il y a des personnes qui prenaient le sens interdit. Hein. Ça a toujours existé, ça. Tous les jours, il y a 3-4 personnes, 5 personnes. Si vous y restez avec la police municipale, vous verrez, il y a des personnes qui remontent le petit morceau de sens interdit pour prendre le boulevard Anne-Marie. Donc, sur le panneau que vous avez signalé, le jour de la fermeture des voies de circulation, j'étais sur place et tous les panneaux avaient été mis en place. Quand on avait fermé la première partie de la chaussée, donc du boulevard François Mitterrand vers Septembre, il y avait même des panneaux sens interdit qui ont été mis en place où il y a la double voie. Des personnes prenaient à contresens, malgré qu'ils connaissaient le secteur. Et de plus, les panneaux étaient enlevés par les piétons directement. Donc c'est peut-être pour ça que vous ne les avez pas vus. Mais je peux vous assurer que tous les panneaux, de par ma profession, je me suis assuré que les panneaux étaient mis en place pour éviter des accidents ou des suraccidents. Oui, oui. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un micro. Sauf que les panneaux, certains, vous disiez, mais où on va par là. Voilà, c'était juste pour aller au centre-ville de la Gavotte. Ah, vous voulez des panneaux avec le quartier. Et il aurait fallu peut-être remettre un fléchage au sol. Et le problème du flashage au sol, c'est qu'après, ça reste. Donc, non, ça ne reste pas, après, ça se roule. En fait, si vous voulez, dans ces moments-là, on se base sur les experts. Quand on a eu ces sujets-là, la signalisation et le code de la route, les experts, ce sont principalement les policiers municipaux. La chance que vous avez, c'est que vous parlez, au-delà d'un adjoint à la voirie, à un policier municipal qui a l'expertise sur le code de la route. Et bien entendu que si un panneau aurait pu changer quoi que ce soit, on l'aurait fait. Sauf que sur cette problématique-là, ce n'est pas un respect de mauvais affichage, c'est un respect de l'affichage tout court. De par les engagements qui ont été tenus par l'adjoint tout à l'heure, le travail qui a été fait avec la police municipale, c'est qu'il y a eu un affichage d'un panneau sens interdit avec un panneau déviation sur la gauche. Si les gens ne sont pas en capacité de pouvoir analyser et agir en fonction de ça, c'est la raison pour laquelle on a agi sur l'autre secteur de la Gavotte, puisqu'avec des panneaux sens interdit matérialisés, les gens le prennent volontairement. Donc pour le coup, à un moment donné, on est là pour faire de l'accompagnement, mais la différence, c'est de ne pas tomber dans l'assistanat. Et la différence entre l'assistanat et l'accompagnement, c'est d'avoir de la répression quand les gens ne respectent pas tout l'accompagnement qui est fait. C'est la décision que nous avons prise pour faire respecter l'ordre sur le secteur. Bon. Merci en tout cas. Un dernier mot, on tenait à remercier les services techniques de leur intervention rapide, mise en place des déviations avec les signalisations et l'intervention de la police municipale qui nous permet de garantir la sécurité des automobilistes. Merci. Nous démarrons donc l'ordre du jour avec les décisions prises par délégation et concernant nos services, puisque nous parlions de police municipale, une décision en date du 13 mai 2026 avec l'acceptation d'un don de chiens par l'association FOS Animalia au profit de la brigade cynophile de la police municipale des Pennes-Mirabeau. L'objectif est assez simple. Nous avons une brigade cynophile dont le chien part à la retraite d'ici 1 an. Nous avons donc profité du formidable travail de transversalité entre les agents de police municipale et le tissu associatif pour bénéficier d'un don avec FOS Animalia et à la charge de la commune. Nous n'avons uniquement que les frais
liés aux frais vétérinaires, comme les vaccins, la stérilisation, etc., pour un budget approximatif de 200 €. Donc encore un grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré dans cette transversalité pour continuer à doter notre brigade cinéphile. Est-ce qu'il y a des questions ? Nous passons donc aux délibérations, puisqu'il n'y a pas de marché à distribuer dans ce conseil municipal, avec la première délibération qui est donc à l'ordre du jour, avec l'attribution de la subvention à l'association pour le développement des alternatives à la voiture en Pays d'Aix, plus communément appelée l'ADAVA. Madame donc Lernor Rucher, vous l'avez vu, sort de par ses responsabilités au sein de l'association. Pour rappel, l'ADAVA est représentée par son président, monsieur Olivier Doménac, qui a présenté un dossier de demande de subvention auprès des services municipaux pour cette année 2026. Un dossier qui datait donc de la période de dossier de demande de subvention qui était sur fin 2025, mars 2026. Cette association œuvre pour le développement du vélo, de la marche et des transports en commun dans le Pays d'Aix pour lutter contre la pollution atmosphérique et faire face à l'urgence climatique. Le projet présenté par l'association dans sa demande de subvention est la création d'un atelier vélo participatif à la Gavotte et un atelier mobile sur la commune. Il est proposé d'attribuer, comme l'année dernière, pour l'instant dans cette phase d'état des lieux, une subvention d'un montant de 500 € pour une subvention demandée de 3 000 €. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Madame Norucher, vous pouvez revenir. Il y en a une qui a voté contre dans la majorité, il faudra que vous trouviez. Voilà. Délibération numéro 2 avec Madame Claire Norucher. Bonsoir à tous. Donc la délibération numéro 2, elle a pour objet la désignation d'un représentant de la commune au conseil d'administration de la société publique locale Énergie de Provence. Cette société a pour objet l'accompagnement de ses actionnaires dans la mise en œuvre de leur stratégie et de leurs projets d'énergie renouvelable et de performance énergétique. Pour exemple, cette SPLE pourra être amenée à accompagner la commune sur la récupération de la chaleur fatale du data center avec un projet de réseau de chaleur urbaine. La ville est d'ores et déjà entrée au capital de cette société en octobre 2025. Compte tenu du changement de majorité, il est nécessaire de désigner un nouveau représentant afin de pouvoir participer à sa gouvernance. Le conseil municipal propose donc de nommer Romain Amaro. Alors, bien entendu, je ne participe pas au vote. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons à la délibération numéro 3 avec M. Boroni, adjoint au sport. Bonsoir tout le monde. La numéro 3, c'est l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive jeunesse sportive des Peines Mirabeau pour l'exercice 2026. La subvention demandée est de 52 600 € et l'attribution à la subvention est de 30 490 € qui va tout simplement financer en partie le fonctionnement ainsi que les frais liés au déplacement, aux arbitres et aux manifestations sportives sur l'année. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Adopté, la 4. Pareil, on continue dans les attributions d'une subvention municipale à l'association sportive le pentathlon pénois pour l'exercice 2026. La demande de la subvention est de 7 000 € et l'attribution de la subvention est de 5 500 € pour l'exercice 2026. Pareil pour le fonctionnement et les manifestations. Et pour le pentathlon, le 13 et le 14 juin à Jean-Roure, il y aura le championnat de France. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 5e, c'est l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive Peine Mirabeau Natation pour l'exercice 2026. Pareil, c'est une demande de subvention de 15 000 € et l'attribution de la subvention est de 8 000 € et pour tout simplement aussi le fonctionnement, les frais
sur l'année 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être en profiter pour faire juste un point sur le calendrier de la piscine du Jas de Rhodes. Alors, concernant la piscine du Jas de Rhodes, les travaux ont commencé le 1er juin et ils vont tout simplement essayer d'accélérer pour avoir une ouverture pour l'été. Voilà les retours qu'on a concernant la piscine de Jas de Rhodes. Merci, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 6. La 6, l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive L'élan sportif des Pennes Mirabeau, c'est ESPM Basket, pour l'exercice 2026. Il est demandé une subvention de 15 000 € et il est attribué la subvention de la mairie de 6 000 €. Des questions? Monsieur Paletti. Concernant l'association de basket, je constate que la subvention ne correspond pas, comme souvent, à ce qui est demandé. Plus près comme ça? Ouais. Pour avoir parlé et être retourné au gymnase sous influence de certains, l'association de basket refuse énormément de peignoirs et n'a pas aujourd'hui les moyens de ses ambitions. Donc ma question, elle est, aujourd'hui c'est plus une sensibilisation qu'une question, hein, puisque vous connaissez un peu le sujet. Cette association manque un petit peu de moyens. La subvention ne fera pas tout. Mais qu'est-ce que vous pensez de subventionner donc, des 6 000 € pour quelqu'un qui a 250 adhérents et qui en refuse à peu près 100 par an? Alors moi je suis beaucoup dans des ratios, mon métier fait que je compte toute la journée et forcément je suis un peu déformé. Mais mes vieux copains m'expliquent qu'ils n'ont pas été, c'est vrai aussi, favorisés. Et est-ce que dans l'avenir, on va essayer un petit peu de prendre en compte des effets de mode ou d'attrait dans certains sports qui génèrent plus de demandes que l'on refuse, regarde ce qui se passe. La première étape, c'est la subvention. Après, il y aura l'attribution de créneaux, la création d'espaces sportifs. Mais sur la subvention, il m'est rapporté que ça ne correspond pas tout à fait aux peignoirs et au nombre de peignoirs qui sont concernés par cela. Bah écoutez, Monsieur Paletti, on partage totalement votre point de vue. Et ces questions, c'est exactement les questions qu'on posait quand votre groupe était à la gestion municipale. Puisqu'effectivement, c'est un point que nous n'arrêtions pas de remonter et qui n'a jamais été entendu. Donc nous, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir travailler avec les associations, et c'est prévu dans l'agenda, puisque sur la fin d'année 2026, nous allons travailler avec les associations en groupe de travail sur des critères clairs d'attribution de subventions, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant, qui permettra sur l'année 2027, parce qu'on avait la possibilité de le faire dès cette année, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite, on souhaite vraiment le travail avec les associations, donc les critères seront travaillés, analysés, étudiés et construits avec eux, ce qui permettra en 2027 de pouvoir enfin travailler sur des attributions de subventions qui correspondent à des critères qui auront été établis avec les associations, puisqu'en fait, toutes les questions que vous vous posez, c'est exactement celles qu'on se pose depuis 12 ans et on va pouvoir enfin y répondre dès l'année prochaine. Merci beaucoup du coup de partager cette vision que nous avons. Alors, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que les élections sont passées. Ce qui s'est passé avant, je ne sais plus dans quel camp j'étais. Donc là, on peut vous donner une boussole, hein, on peut m'attribuer plein de choses, mais moi je me tourne vers l'avenir assez vite et je pense que je le prouve au quotidien. J'aimerais qu'à un moment donné, quand je parle, on ne me repasse pas le passé de gens avec qui j'étais dans l'opposition comme vous pendant longtemps. Donc là, c'est un point qui intéresse tout le monde. Je pense qu'il y a plus de gens concernés que ce que je peux l'être moi-même, mais c'est un sujet... On se sensibilise ensemble, on est d'accord, on avancera ensemble, et si on peut s'aider, et si on peut travailler dessus, c'est volontiers. Mais le clivage avant, après, on passe à autre chose, quoi. En fait, si vous voulez, ce n'est pas un clivage, c'est qu'aujourd'hui, on est régi par des calendriers. Le budget primitif 2026, ce n'est pas un clivage, hein, c'est un fait. Le budget primitif qui est préparé par l'ancienne majorité, c'est un fait. Maintenant, en tout cas, c'est ultra appréciable et c'est en ce sens que nous allons œuvrer. Nous avons toujours dit, et nous le ferons, que nous travaillerons avec toute l'opposition du moment où elle part sur une proposition constructive.
Et c'est typiquement le cas là, donc ce sera fait de manière conjointe, et le groupe Ensemble pour les peines Mirabeau portera plus que jamais son nom. D'autres questions? Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Boroni. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. 7e délibération, l'attribution d'une subvention municipale à l'association sportive Aqua Synchro Pénois pour l'exercice 2026. Il est demandé 3 000 € et l'attribution de la mairie est de 3 000 € pour l'exercice 2026. Des questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 8e délibération, c'est une subvention exceptionnelle pour un athlète de haut niveau au Pen Mirabeau qui s'appelle Madame Lolita Dauphin, adhérente à l'association Transcendence. Je vais donner juste le palmarès de cet enfant. Elle est 9 fois championne de France de hip-hop, elle est 2 fois championne d'Europe 2024-2026, elle est vice-championne de France de breakdance 2025, elle est première au breakdance au niveau européen et 14e mondial dans la catégorie des moins de 18 ans. Et cette année, au mois de novembre, elle va partir au JOJ. C'est les Jeux olympiques pour la jeunesse et c'est la seule représentante française. Et la subvention qui a été attribuée, c'est une subvention de 2 000 € qui va contribuer à les frais de transport, d'hôtel et de stage au Japon. Des questions? En tout cas, on est vraiment content que la ville des Pennes Mirabeau soutienne cet athlète puisque, comme le disait M. Boroni, ce sera donc la seule Française dans cette compétition. Et nous espérons qu'elle profite vraiment de son petit voyage au Japon pour s'entraîner fortement. Et c'est en ce sens que nous l'aidons au nom de la ville et des 22 500 habitants. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et la dernière, donc juste pour une petite correction, puisqu'il est noté dans les délibérations que vous avez reçues que Mme Gorlier-Lacroix serait rapporteure de cette délibération, nous corrigeons une petite coquille, puisque c'est bien M. Boroni qui termine sur la partie sport. Alors la délibération numéro 9, c'est la convention de partenariat entre la ville des Pennes Mirabeau et l'association Tambourin Club Pennes Mirabeau pour l'organisation de la 29e édition du Mondial du Tambourin qui aura lieu en septembre. Des questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Merci, Monsieur Boroni, pour la partie sportive. Nous enchaînons avec la partie culturelle et Madame Gorlier-Lacroix. Ça marche pas? Bonsoir à tous. Donc la convention numéro 10, une convention relative à l'accueil des élèves de l'option théâtre du collège Simone de Beauvoir de Vitrolles sur des activités culturelles de la ville des Pennes Mirabeau pour l'année scolaire 2026-2027. Donc le collège Simone de Beauvoir situé à Vitrolles accueille de nombreux collégiens pénois et a ouvert une classe de 3e option théâtre, donc ça concerne 15 élèves, depuis septembre 2020 et l'équipe éducative sollicite la commune afin que ces élèves puissent accéder à l'offre culturelle des Pennes Mirabeau. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté la 11. La 11 est une convention d'objectifs et de partenariat entre l'association Minotaure et compagnie et la ville des Pennes Mirabeau, donc l'association Minotaure et compagnie présidée par Madame Christelle Boeck. Et dans le but de favoriser l'accès à la culture aux établissements scolaires de la commune, la ville des Pennes Mirabeau a souhaité soutenir l'association Minotaure et compagnie pour qu'elle développe son activité cinématographique envers ses publics, et ce depuis la rentrée scolaire 2021. Donc, au vu du succès rencontré par le projet, les CM2 au ciné, depuis 5 ans, il est proposé le renouvellement de la convention entre la ville et l'association Minotaure et compagnie pour la saison 2026-2027. Vous avez des questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté la 12.
La 12, c'est un remboursement d'art réservation de la salle Tino Rossi de l'association City Dance. Le remboursement des arts correspond à la location de l'espace Tino Rossi le 7 juin 2026. Suite aux circonstances exceptionnelles évoquées par l'association par courrier du 27 avril 2026, entraînant l'annulation de la réservation, il est donc proposé le remboursement des arts versés pour la location de la salle Tino Rossi d'un montant de 465 € à l'association City Dance. Des questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, adopté. La 13. La convention d'objectif et de partenariat entre l'association Sur les ailes du Moulin et la ville d'Épène-Mirabeau. Donc l'association Sur les ailes du Moulin, présidée par Madame Aurélie Rouman, a pour objectif de promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la promotion et l'animation du moulin de Palière, du patrimoine qui lui est associé, ainsi que son environnement. Et donc c'est pour poursuivre cette intention que l'association Sur les ailes du Moulin a présenté à la ville un dossier pédagogique de visite scolaire du moulin se déclinant autour de 5 ateliers. Donc par conséquent, dans le but de favoriser cet accès, la ville d'Épène-Mirabeau souhaite soutenir l'association Sur les ailes du Moulin pour qu'elle participe activement aux visites scolaires du moulin. Donc il est proposé un renouvellement de la convention pour l'année scolaire 2026-2027. Des questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, adopté. Merci. Ah pardon, excusez-moi, exactement. Une 14 et Monsieur Cédric Estève. Donc c'est de mise à disposition d'une salle association Amandier Festivi. L'association Amandier Festivi, présidée par Monsieur Cédric Estève, sollicite la commune pour disposer de la salle Jazzrod le 26 septembre 2026 pour l'organisation d'un concert caritatif dont les bénéfices seront reversés à l'association Vision d'avenir pour l'enfance, qui soutient et accompagne des enfants dans leur combat contre les cancers pédiatriques, leucémie infantile et le handicap. En conséquence, il est proposé de mettre la salle Jazzrod gracieusement à disposition de l'association Amandier Festivi le 26 septembre 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, pour rappel, Monsieur Estève se déporte et est sorti de la salle du conseil municipal en tant que président de l'association Amandier Festivi. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Merci beaucoup, Madame Lacroix. Nous passons à une délibération sociale avec Madame Reynaud en rapporteur. Bonjour à tous. Il s'agit pour la délibération 15 de l'attribution de la subvention à l'association de défense des locataires des logements sociaux de la commune d'Épène-Mirabeau. En effet, cette association a été créée l'année dernière. Aujourd'hui, elle comptabilise environ 80 personnes, 80 adhérents. L'objectif de cette association est de regrouper, défendre, informer les locataires des logements sociaux de la commune et de dialoguer avec les bailleurs sociaux, la collectivité et les divers organismes. L'objectif, aujourd'hui, nous proposons une subvention à hauteur de 1 500 €. Une subvention de 10 000 € avait été demandée. Voilà, des questions. Et pour ajouter des précisions juste avant les questions, donc 80 familles, nous avons 800 logements à peu près sur la commune. Ça fait le lien avec le sujet du basket de tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons donc 10% des locataires de logements sociaux qui sont déjà adhérents de cette structure associative qui les accompagne dans leur démarche. Monsieur Musso. Oui, merci. Ça faisait partie de la question, vous venez d'y répondre. 1 500 €, effectivement, c'est sur les 10 000 qui ont été demandés. L'association, effectivement, a été créée assez récemment, le 3 novembre 2025, donc elle a très peu d'ancienneté. Donc c'est pour savoir si elle avait la maturité, les moyens suffisants pour pouvoir agir. Elle a donc 80 adhérents, c'est ce que vous m'avez dit. Donc la représentativité, elle l'aurait sur les 10% qui ont été évoqués. Est-ce qu'elle est affiliée à un organisme national? Et sur quel bailleur est-ce qu'aujourd'hui elle intervient? Alors, elle n'est pas affiliée aujourd'hui, justement, elle est indépendante. Et pour information, elle travaille et elle a déjà résolu de nombreuses problématiques sur des taxes
des ordures ménagères qui étaient impactées à des locataires de logements sociaux, alors que ce n'était pas de la responsabilité des locataires. Il y a aujourd'hui, ils sont en contact avec Irilia, avec un travail de fond avec Irilia. Nous aussi, et d'ailleurs, on a commencé à travailler avec Irilia, et il y a un travail de partenariat qu'il faut développer entre la collectivité, l'association qui défend les locataires, parce qu'il y a une vraie problématique sur l'entretien et de l'ensemble des situations dans les logements sociaux. Ils sont aussi en contact avec Unicil. C'est plus difficile, la relation est moins facile. Et l'objectif, c'est qu'ils soient en contact avec tous les partenaires, tous les bailleurs sociaux sur la commune. Donc, la représentativité, ils l'ont avec Irilia et Unicil aussi. Alors l'objectif, en plus de tout ce qu'évoque Madame la Première Adjointe, dans le projet que nous avons aujourd'hui, c'est de répondre à la demande de la population que nous avons exprimée ces dernières années. Et l'idée, c'est de rattraper le retard en, bien entendu, apportant une aide à cette association qui s'est créée l'année dernière, vous l'avez dit, mais en tout cas, même si la création date de 2025, la genèse et cette envie de se mobiliser date déjà d'il y a une dizaine d'années, puisque nous accompagnons les locataires des logements sociaux depuis une dizaine d'années. L'objectif de l'accompagnement se fait d'abord d'un point de vue financier, c'est ce que nous faisons au travers de cette subvention. Elle sera aussi technique, puisqu'ils demandent des moyens matériels qu'on leur apportera, et aussi humain, puisque dans le projet que nous avons construit et que nous avons présenté à la population, il y a la nomination d'un élu référent aux logements sociaux, qui est Madame Guida Nadège, qui est en charge de construire un service logement au sein de la commune dédié et mis à disposition enfin des locataires dans ce point pivot de communication entre les bailleurs sociaux, l'association et les riverains. Donc le travail qui est en train de mener Mme Guida avec l'aide de Mme Garnier, qui n'est pas là ce soir en tant qu'adjointe aux solidarités, c'est justement de créer ce service logement qui est en cours de par la réorganisation actuelle des services et qui doit être projeté d'ici la rentrée, au plus tard cette fin d'année. Et n'oubliez pas que dans le cadre des logements sociaux et de ce service logement, il y a aussi la constitution d'un jury citoyen avec l'attribution enfin transparente des logements sociaux qui sont disponibles sur la commune. Et Mme Guida est en train de travailler sur ce sujet avec un calendrier. Vous arrêtez si je me trompe, Mme Guida, sur fin d'année maximum. Allez-y, bien sûr. On a un premier groupe de travail, donc une première réunion mi-juin, le 16 juin, pour commencer à constituer ce conseil consultatif des attributions pour les logements sociaux. Et si je pouvais faire une précision, c'est qu'il me semble que l'association de M. Miceli compte désormais presque 200 membres. Ah oui, plus de 200 membres maintenant, oui. Voilà. Et 200 familles. Voilà. Et donc ça fait 500 membres. Voilà. Donc on est sur presque plus de 20% de représentativité. Merci Mme Guida. Est-ce qu'il reste d'autres questions ? Monsieur Boucher. Moi j'ai juste une question, même si je laisserai l'association travailler puisqu'elle n'a que 7 mois d'existence, comme a dit M. Musso. Quels ont été les critères pour attribuer 1 500 €? Puisque c'est une nouvelle association, elle n'était pas budgétée sur notre budget primitif, puisque vous dites que c'était notre budget, mais finalement on se rend compte que ce n'était pas le nôtre, puisque vous avez trouvé 1 500 € pour l'association. Donc quels ont été les critères attribués pour attribuer 1 500 € à cette association qui au 31/12 revendiquait donc 50 adhérents, aujourd'hui 200 et on en est content, très bien pour eux. Et la deuxième question, c'est à partir du moment où le service logement sera mis en place, ainsi que la commission et le jury citoyen, quelle aura l'utilité de l'association et comment vont participer les locataires des logements sociaux qui n'adhéreront pas à l'association? Mme Guida, si vous voulez, vous me dites si vous voulez répondre ou sinon je prends. Ben, les locataires des logements sociaux, c'est libre, ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas. En général, s'ils adhèrent, c'est qu'ils ont une problématique qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et l'association leur permet de faire le lien entre les bailleurs sociaux. Monsieur Messili est très actif sur le terrain. Il gère. Oui, pour faire campagne, il est bon. Ça, c'est pas mon sujet. Vous savez, le logement insalubre, il ne fait pas campagne, lui. Hein. Et vous avez vu tout à fait le nombre raison. de logements qui sont insalubres, heureusement qu'il n'y a pas plus de campagne alors.
Donc il est très actif sur le terrain au quotidien, il est dans toutes les résidences, il connaît beaucoup de locataires et bien entendu, si bénévolement il prend de son temps pour aider à résoudre les différentes problématiques que peuvent rencontrer les locataires des logements sociaux, que ce soit en termes d'insalubrité de logement ou de rats, ou etc., ou de problèmes de livraison de logement, de compteurs d'eau, il y a des problématiques, il y en a plein, bien évidemment. Donc il prend son temps donc, pour faire le lien, faire remonter ses problèmes, puisqu'il rencontre les locataires en direct. Moi personnellement, je ne peux pas faire ce qu'il fait en travaillant quotidiennement. Donc il nous fait remonter ses problématiques et surtout, il met en place des procédures avec les bailleurs sociaux. Il les contacte, il va sur le terrain, il prend des rendez-vous avec eux, avec les contacts qu'il a chez Unicil, chez Erilia. Non, mais merci de votre réponse. C'est quoi votre question? Non, la question, c'est à quoi va servir le service logement qui va être créé aujourd'hui, et notamment comment les locataires des logements sociaux qui ne vont pas adhérer à l'association, et vous avez raison, c'est libre, et je ne remets pas en cause le travail de M. Miceli qui est bénévole, il n'y a pas de souci là-dessus, je remets en cause le reste. Comment vont travailler le service logement? On va mettre des agents, donc créer un service avec des agents qui vont faire exactement le même travail que M. Miceli pour les... Non, pas du tout. Ah, donc il va remplacer la ville? Pas du tout. Ah, d'accord. Alors, j'attendrai de voir le service logement, quels seront le rôle de ce service. Il y a deux sujets et l'objectif, c'est effectivement, c'est soit on travaille de manière cohérente et ensemble sur des sujets qui ont un intérêt social, soit vous vous mettez en opposition. Bon, vous avez fait ce choix-là. Après, la manière dont le service logement va être traité sous couvert de Madame Guida en tant qu'élue, vous avez deux sujets. La gestion des logements dont certains, on vous invite à retourner dans certains logements, encore une fois, hein, la presse s'est déplacée, France 3 a fait des reportages à ce sujet, le logement insalubre, le mot utilisé, c'est pas involontaire. Donc M. Miceli, aujourd'hui, en tant que président, ainsi que l'intégralité du bureau, parce qu'il y a toute une équipe à l'intérieur de l'association qui se mobilise, aujourd'hui s'occupe quasiment 24 heures sur 24 de leur temps disponible de faire toutes les démarches auprès des bailleurs sociaux. L'objectif, c'est que le service logement accompagne l'association dans les démarches. C'est que l'association soit sur le terrain, qu'elle soit à l'écoute des habitants dans les logements sociaux et que le service logement appuie les démarches administratives qui sont aujourd'hui gérées par un bureau associatif et à notre sens, des bénévoles n'ont pas à mener ce travail administratif, ils n'ont pas à passer leur journée au téléphone. Le rôle, c'est d'être sur le terrain et de faire le lien. C'est typiquement ce que fait un président d'une quelconque association, M. Boucher, et qui a une subvention aussi. Le dernier point concernant l'attribution des logements sociaux, vous allez avoir un jury citoyen qui va être créé. On va tenir notre promesse qui est celle de mettre un élu de chaque groupe d'opposition dans ce jury citoyen. Encore une fois, on met en place toute la transparence que cette commune n'a pas connue ces 25 dernières années. Désolé si ça dérange, mais en tout cas, on ne va pas changer d'un iota la dynamique que nous souhaitons instaurer en termes de transparence. Merci en tout cas à Mme Guida pour tout l'investissement, bien sûr. Et surtout, merci à l'association qui se mobilise depuis des mois. Ça ne marche pas? Allez-y, allez-y. Oui, enfin, après, ce n'est pas parce qu'un locataire n'est pas adhérent de l'association qu'il ne peut pas contacter le service logement des Pennes Mirabeau. Mais tout à fait, je n'ai pas dit le contraire. Mais donc ça fait doublon. Mais pas du tout. Ah ben excusez-moi, c'est puisque l'association va être accompagnée par le service pour les démarches administratives, donc un locataire qui n'est pas adhérent va aller au service logement, qui va redescendre à l'association. Donc c'est de doublon. Mais c'est pas grave, on verra sur l'usage, il n'y a pas de souci là-dessus, Madame Guida. Moi j'ai une deuxième question, je vous ai demandé, et c'est pas vous là, je m'adresse à Monsieur le maire et à sa première adjointe, quels ont été les critères pour attribuer 1 500 € à cette association? Le premier critère, c'est l'insalubrité de tous les logements que nous avons visités. C'est pas une réponse. Juste, Monsieur Boucher, si je peux terminer. C'est pas une... Monsieur Boucher, franchement, moi je vous invite à aller visiter tous les logements dans lesquels les gens habitent aujourd'hui et qui sont victimes de logements insalubres. Et quand on dit insalubre, c'est l'humidité. Il y a une question d'urgence qu'il faut absolument prendre en compte. Donc, écoutez, c'est même assez dommageable d'avoir cette discussion et d'avoir ces échanges. Mais vous savez quoi ? Même si ça fait triplon, on préfère avoir un triplon qui vient répondre à une urgence sanitaire plutôt que d'avoir des triplons sur d'autres sujets que vous maîtrisez bien. Madame Coche. Bonsoir à tous. Vous avez parlé lors de la création de cette commission pour attribution des logements. Aujourd'hui, dans le cadre de la gestion en flux des logements qui impacte les logements sociaux, quel est le pourcentage dédié au contingent de la mairie?
En termes de volumétrie de logements sociaux? Oui. Aujourd'hui, on est à peu près sur les 800 logements. Vous avez 650, 700 logements qui sont municipaux. Les services de l'ANCOLS sont d'accord avec ça? Écoutez, je ne peux pas vous dire. Enfin, c'est les faits. Parce Après, que- laissez-nous le temps de je terminer pense qu'on s'est mal d'arriver. compris sur la question. Oui, je vous parlais de l'attribution, en fait. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en fait, les logements ne sont plus caractérisés en termes de prestataires, si vous voulez. Alors, normalement, vous aviez à la base, avant la dernière réforme des attributions, effectivement, des logements qui étaient estampillés mairie, estampillés préfecture, etc. Aujourd'hui, dans le cadre de la gestion en flux des attributions, on se base sur un pourcentage qui est relatif au taux de rotation de l'année précédente, voire de l'année N-2, en fonction de la période. De fait, aujourd'hui, sur ce taux de rotation, le contingent mairie représente combien de logements? Alors, j'avoue que on va pas, je vais pas vous raconter d'histoire. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas une visibilité complète. Ce que je sais, c'est que à chaque fois qu'il y a des commissions d'attribution, on est sollicité, et des attributions mairie, il y en a à peu près une fois sur deux qui nous concernent. Donc aujourd'hui, sur le contingent mairie. Mais je sais pas, je pourrais pas vous répondre là-dessus. On n'a pas encore une lisibilité très claire là-dessus. D'accord, parce qu'en matière d'attribution des logements, vous savez que les dossiers qui sont présentés lors de l'attribution, donc il y a des règles très strictes d'attribution qui sont définies qui sont contrôlées par l'ANCOLS. Donc, quand on a des attributions de logements sociaux, il faut savoir de combien on parle. Je sais que vous prenez les fonctions, j'entends tout à fait, mais si on se base sur les taux de rotation qu'il y a sur les PN Mirabeau qui sont inférieurs à 6%, bien inférieurs à 6% aujourd'hui, malgré effectivement une grosse problématique, notamment sur des logements anciens relatifs qui frisent l'insalubrité, et ça je vous rejoins là-dessus, avec un travail qui doit être fait en profondeur, notamment avec le bailleur Ereia, qui a repris le patrimoine de Logirem. Néanmoins, aujourd'hui, quand on parle d'attribution de logement, il faut savoir que si vous voulez, la liberté qu'avaient avant les mairies sur l'attribution de logement, c'est largement restreinte. D'accord ? Donc créer une commission, c'est très bien, hein, mais pour l'attribution de logement, si on parle de 1 à 2 logements par an, par an. On en a déjà eu 2 ou 3 depuis que nous sommes arrivés. Donc. Oui, sur le contingent mairie. Ah ben, on vous parle du contingent mairie. C'est-à-dire que c'est vous qui donnez les dossiers qui sont relatifs à la mairie. Oui, il y en a eu à peu près, depuis les élections, 4 appartements concernés, à peu près, oui. D'accord. Pas plus. Ah non, mais surtout qu'aujourd'hui, on a quand même une préfecture qui a tendance à réquisitionner les contingents des mairies et des autres partenaires. Donc voilà, bon, écoutez, si vous pouviez justement nous donner ces réponses-là, quand vous les aurez, après avoir établi justement la volumétrie des logements attribués à la mairie. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Boucher. Je vais préciser mon propos. Je ne suis absolument pas contre le fait que vous travaillez sur les salubrités, puisqu'on a toujours fait ça, et je serai le premier à vous applaudir si on arrive à faire bouger les choses, parce que c'est très compliqué, ça je reconnais. Je vous ai posé une simple question. Pourquoi 1 500 €? Vu l'urgence dont vous parlez tout à l'heure, l'association a besoin de moyens, pourquoi vous ne leur avez pas attribué 10 000? Ah pardon, excusez-moi. Oui, non, mais bien sûr, oui. Alors, parce qu'en fait, il y avait une volonté de l'association d'avoir un local et que la subvention vienne subventionner par définition ces locaux-là, et on a pris la décision de leur mettre à disposition des locaux. Donc on est en train de finir l'état des lieux, on va travailler cet été, et à partir de la rentrée, il y aura une mise à disposition de locaux à cette association pour qu'elle puisse recevoir en fait la population en accompagnement du service logement qui va être créé. Donc c'est parce qu'en fait l'association a fait cette demande en incluant la demande de location qu'on a dérivé sur une mise à disposition de locaux municipaux. Est-ce qu'il reste des questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est bon. Adopté. Merci Madame Reynaud. Nous passons à Madame Melchion Katia. Merci. La délibération numéro 16, c'est la modification du règlement intérieur de l'espace famille.
Donc, cette délibération vise à faire évoluer le règlement intérieur de l'espace famille afin de préciser certaines règles de fonctionnement liées aux inscriptions des activités municipales et de mieux encadrer la gestion des impayés. Pour information, donc nous récupérons un espace famille avec une situation d'impayé de près de 180 000 €. Donc nous sommes en train d'essayer de borner petit à petit tout ça pour vite stopper cette situation-là. Donc cette situation pèse évidemment sur l'équilibre financier des services municipaux et nous oblige à clarifier rapidement nos modalités d'intervention tout en conservant une approche juste et adaptée à chaque situation. Donc je vous propose donc d'approuver cette modification du règlement intérieur de l'espace famille pour recadrer rapidement une situation délicate. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Boucher. Je suis désolé, mais comment vous pouvez dire qu'il y a 180 000 € d'impayés alors que le dernier conseil municipal où on a mis des admissions en non-valeur et où on a salué le travail de Madame Baltz qui avait réduit les impayés à 40 000 €. Le delta est important, alors vous me donnerez peut-être des informations, il n'y a pas de souci, mais je tenais à le signaler. Voilà, c'est tout. Alors, c'est les chiffres effectivement qui ont été donnés par les services. Si on pouvait avoir l'accès à ces chiffres, je vous remercie. Merci. Alors attention, parce qu'après, les admissions en non-valeur, c'est des créances qu'on n'arrive pas à récupérer. Donc je termine, Monsieur Boucher, merci beaucoup. Les admissions en non-valeur, c'est des créances qu'on n'arrive pas à récupérer. Et c'est justement parce que nous avons beaucoup de créances que nous n'arrivons pas à récupérer, parce que nous avons une somme justement d'impayés forte, que nous modifions le règlement intérieur. Enfin, pour le coup, encore une fois, on a un état des lieux qui est fait par les services, puisque nous avons demandé à chaque service de nous proposer et de nous établir l'état des lieux. Dans un des points, il est stipulé que depuis de nombreuses années, depuis quasiment une dizaine d'années, l'aspect des impayés représente une partie assez importante de notre budget. Pour comparer, les travaux, M. Ajuto, je crois, du boulevard Anne-Marie, ce sera entre 100 000 et 200 000 €. Donc, ce qui veut dire que la somme des impayés représente le montant des impôts qui vont être engagés de la population dans les travaux du boulevard Anne-Marie. Donc nous sommes aujourd'hui dans une gestion volontaire concernant ce point-là. Le chiffre, si vous avez la volonté de le retoquer, écoutez, faites une petite note au service en expliquant qu'il se trompe. Mais en tout cas, nous, on n'y est pour rien dans ce chiffre. Et honnêtement, on aurait aimé qu'il soit de 0. On n'y arrivera jamais. Mais pour le coup, on aurait aimé qu'il soit de 0, puisque la gestion des impayés, malheureusement, est ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'il reste des questions? Monsieur Paetti. Alors sur les impayés, il y a une automatisation du paiement qui est mise en place depuis peu, qui va probablement générer un petit peu moins d'impayés, ça c'est vrai. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est la possibilité de varier en fonction de l'emploi du temps des parents qui laissent ses enfants. Si je suis la page 4, toute personne qui ne respectera pas le planning sera facturée au tarif occasionnel. Ça, c'est un peu gênant pour avoir parlé avec quelques parents assez actifs qui changent de planning en fonction de leurs obligations professionnelles. Ils seraient surfacturés pour avoir. Alors, j'en ai certains qui me disaient, qui travaillent à côté de moi, qui me disaient que souvent, ils réservaient la journée par sécurité, ils payaient plus par sécurité pour être sûr d'avoir leurs enfants qu'ils soient gardés. Et en fonction de leur planning, s'ils pouvaient par exemple se dégager, se mettre en télétravail, ils ne le laissaient que le matin. Dans le cas de figure que vous citez, tous ces cas-là, ils seraient en plus payés au tarif le plus élevé. Je trouve que ce n'est pas en phase avec mes logiques de création de richesse, de travail, d'entrepreneuriat. Et ça ne correspond pas à l'état d'esprit de la population qui est active, voire suractive. Là, je pense qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas dans le sens d'encourager le travail et autres. Alors, je comprends qu'il faille essayer de limiter des choses et d'avoir un petit peu la population en face de ce qu'on met. Pour autant, dans le mot service, il y a aussi cette faculté-là à aider les gens qui travaillent. Alors, pour répondre sur ce point-là, là pour le coup, on ne partage pas la même vision. En fait, on a une problématique aujourd'hui, typiquement, enfin, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais on a une problématique de taux d'inscription sur les centres aérés, aussi bien sur les stages de sport que les ALSH. On a des inscriptions qui sont presque au-dessus de ce que peut accueillir nos infrastructures, et on a même des refus d'inscription, aussi bien sur les stages sportifs que les ALSH. Donc,
On entend, mais on ne partage pas ce point de vue. De notre point de vue, pour éviter que les créneaux soient bloqués pour d'autres familles qui auraient besoin d'inscrire leurs enfants, on demande effectivement de pouvoir anticiper. Pour le coup, face à vous, vous n'avez que des gens qui travaillent, qui bossent, qui sont hyper actifs, comme vous le dites. La preuve, c'est qu'en plus de nos travaux respectifs, nous sommes élus comme vous, mais pourtant, ça empêche qu'on anticipe et qu'on planifie. Donc, c'est une possibilité, mais ce n'est pas le choix que nous faisons. L'objectif, c'est de pouvoir rendre disponible le service au public au plus grand nombre possible. Alors, pour bien parler du cas dont je vous parle, j'ai quelqu'un qui a sécurisé en mettant le truc le plus large, en payant une journée complète, sachant que dès qu'il pouvait, il le faisait différemment, ne laissant que son enfant jusqu'à après la cantine. Donc dans ce cas-là, je ne comprends pas vraiment quel serait le préjudice. Alors il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui veuille faire que des après-midi, je crois que c'est impossible, et qu'il ait pris sa place. Très sincèrement, je pense que ce n'est pas le cas. Et je pense que là, la personne qui m'a contacté était totalement de bonne foi, et je pense qu'il y a une surfacturation qui n'est pas légitime et qui n'est pas nécessaire pour cette personne. On va probablement l'orienter vers du privé, et socialement, ce n'est pas ce que je veux. Et du coup, de votre point de vue, si on a une centaine de personnes qui fait exactement la même chose, qui prévoit par exemple toute la journée, et on a 100 enfants qui viennent le matin, et les 100 qui ne viennent pas l'après-midi, on fait comment alors que les effectifs sont prévus et on a les animateurs sur place? Il m'a répondu, le mot qu'il emploie est qui peut le plus que peut le moins. C'est pas la vision que nous avons. C'est à partir du moment où il a payé sa journée et à partir du moment où on a prévu parce qu'il a payé sa journée, quitte à nous de mettre, s'il y a plus de réservations, plus d'agents, là je pense que la sanction n'est pas adaptée à l'état d'esprit de cette personne. C'est pas la vision que nous avons. Vas-y. Là on reprend effectivement un état des lieux. On repart sur une base. Cette base va être vouée à évoluer encore tout au long de cette année-là. Donc nous sommes preneurs de toutes les remontées, de toute façon très clairement. Il y a des choses qui ne pourront pas bouger, il y a des choses qui vont encore évoluer dans l'année. Donc de toute façon sur d'autres conseils municipaux, il y aura d'autres délibérations sur des modifications de règlement intérieur. Et cette réponse me va très bien. Mais ça ne bougera pas sur ce point-là. Je ne dis pas que ça bougera, mais en tout cas, on est ouvert à la discussion et à entendre. N'oubliez pas qu'en commission, vous avez l'opportunité aussi de pouvoir exprimer tous ces échanges. On ne va pas reparler des commissions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Merci Madame Melchion. Nous passons donc aux dernières délibérations avec l'A17 concernant le contrat d'assurance responsabilité civile avec la SMACL, donc qui est un contrat et un assureur quasiment historique de la commune depuis de nombreuses années. De par les différents préjudices que la commune a malheureusement subis, une consultation par appel d'offres a été lancée pour renouveler les contrats d'assurance dommages aux biens et responsabilité civile pour une durée de 4 ans à partir du 1er janvier 2024. Le marché a été signé pour le lot numéro 2, responsabilité civile, avec la SMACL Assurance SA. Et malheureusement, par courrier en date du 27 mars 2026, la SMACL a fait part de la dégradation du résultat financier du marché au regard de la sinistralité de la commune. Cette situation résulte principalement des sinistres consécutifs à l'incendie exceptionnel qui s'est propagé sur le territoire de la commune le 8 juillet 2025. La SMACL propose par conséquent la conclusion d'un avenant qui portera le taux de cotisation de l'assurance responsabilité civile de 0,163% à 0,207% à compter du 1er janvier prochain, sachant que ce taux s'applique sur la masse salariale de la commune, sur la durée totale de l'exécution de ce marché. Cette révision de nos cotisations conduit à une augmentation d'un montant global de 6,75%. Pour être précis, les informations qui ont été données en commission d'appel d'offres. La cotisation 2026 s'établissait à 22 743 €. La cotisation 2027 s'établira dorénavant à 28
83 €, soit une hausse de 6 140 € sur l'année. Les conditions d'assurance du risque protection fonctionnelle des agents et élus sont maintenues selon les termes du marché initial. La CAO, réunie le 26 mai 2026, a émis un avis favorable quant à la signature de l'avenant. Il est par conséquent proposé au conseil municipal d'autoriser à signer cet avenant. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, adopté. La numéro 18, avec la fourniture de produits et petits matériels d'entretien, l'avenant numéro 2 au lot numéro 1. Une procédure de CAO a été lancée aussi afin de désigner les fournisseurs de produits et petits matériels pour l'entretien des bâtiments communaux et des sites de restauration collective de la ville et du CCAS. Le conseil municipal a autorisé monsieur le maire à signer l'accord cadre à bon de commande pour le lot numéro 1, produits d'entretien avec l'entreprise Sanogia. La société Sanogia a sollicité la collectivité d'une demande de revalorisation tarifaire provisoire de certains produits de bordereau des prix unitaires. Cette demande est motivée par les augmentations sans précédent au prix des matières premières et aux difficultés d'approvisionnement résultant du conflit au Moyen-Orient actuel et impactant fortement le montant de certains produits. L'équilibre du contrat s'avère temporairement bouleversé par des événements extérieurs aux parties et imprévisibles lors de la passation du contrat. En conséquence, il s'avère nécessaire de passer un avenant de prix nouveau temporaire pour la période démarrant à la date de notification de l'avenant jusqu'au 31 août 2026. Cette période pourra être reconduite sur demande justifiée du titulaire et sans nouvel avenant pour une durée de 3 mois si la situation venait à perdurer. Les prix nouveaux provisoires ont pour conséquence une augmentation moyenne des tarifs de 8%. L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum de l'accord cadre. La CAO, qui s'est réunie le 26 mai, a émis un avis favorable quant à la signature de l'avenant numéro 2 au lot numéro 1. Il est par conséquent proposé au conseil municipal d'autoriser à signer cet avenant. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Koch. Quelles étaient les clauses de revalorisation du contrat initial sur l'accord cadre initial ? Alors, cette question n'a pas été posée en CAO. Je la note pour qu'on puisse vous y répondre plus tard. D'accord. Puisque ça semble quand même assez anticipé comme revalorisation du marché à cette date-là, étant donné que les augmentations dues au conflit moyen-orientaux n'ont pas encore impacté à ce jour les produits, puisque ces augmentations-là seront impactantes à partir a priori de cet automne, au vu des stocks engagés sur le territoire français et ses voisins. Donc cela me semble un peu compliqué d'anticiper une modification par avenant d'un contrat à cette date. En fait, si vous voulez, vous avez des prix qui ont été transmis dans le cadre du BPU. Vous avez une augmentation de tarifs de 8%, 12% en moyenne pour certains produits comme le vinaigre blanc. Après, pour ces questions-là, en CAO, on a l'occasion de poser ces questions. Elles n'ont pas été posées, mais on va vous y répondre. On vous apporte ces éléments. Et à noter que d'ailleurs, c'est l'État qui a, via le préfet, demandé à ce que les prix soient revalorisés pour éviter de mettre en péril les structures privées dans le contexte actuel. Voilà. Mais on vous apportera tous les éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Et nous terminons avec la partie ressources humaines. Monsieur Estève. Donc la délibération numéro 19, c'est la mise à jour du tableau des emplois des effectifs. Donc, ça comprend l'intégration directe d'un agent auxiliaire de périculture de classe supérieure sur le poste d'agent de service et d'animation au foyer senior en qualité d'animateur principal de deuxième classe à temps complet, de l'augmentation du temps de travail d'un agent moniteur d'éducation et intervenant familial principal, donc de passant d'un temps non complet 28 heures à un temps complet 35 heures. Également, le recrutement d'un adjoint administratif de deuxième classe titulaire sur le poste de gestionnaire comptable à temps complet. C'est suite à une mobilité externe d'un agent titulaire sur le même poste au grade d'adjoint administratif territorial.
et le recrutement d'un directeur des services techniques sur emploi fonctionnel à temps complet sur le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux à compter du 1er juin 2026. C'est suite au départ de la directrice des services techniques qui était en détachement de la fonction publique hospitalière. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La dernière, la 20. Et concernant la 20e, c'est pour l'affiliation volontaire au Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, donc le CDG 13. Cette affiliation est obligatoire pour les communes de moins de 350 habitants et pour les communes qui ont plus d'habitants, c'est sur affiliation volontaire. Jean, pardon, oui, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions? Je me vois qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Il n'y a pas de questions orales. L'occasion de remercier tous les élus de votre présence et de votre participation. De vous rappeler que le prochain conseil municipal a donc lieu le 29 juin prochain et le 6 juillet prochain avant la trêve estivale. Bonne soirée à tous. Merci.